1er mars 2026, quelques heures après l'aube. Le Skylight, un pétrolier de 116 mètres battant pavillon des Palaos, un micro-État allié de Washington, navigue à 5000 nautiques au nord de Qassab, Oman. Soudain, un projectile le touche. Le navire prend feu. L'équipe est évacuée. 4 blessés. Le jour même, le transit dans le détroit d'Ormuz chute d'environ 130 navires par jour, à une vingtaine de mouvements. 24 heures après, aux alentours de 2 heures du matin, dans le port de Bahreïn, un navire américain en cale sèche est touché par des missiles. C'est un navire pétrolier de 50 000 tonnes qui était en maintenance. Il était réquisitionné par l'armée américaine. C'est la première attaque dans un environnement portuaire. Quelques heures plus tard, l'At-Nova, un tanker à bitume, est frappé par 2 drones aériens au milieu du détroit. Le CGRI revendique l'attaque. L'Iran affirme avoir frappé 3 pétroliers sous pavillon américain et britannique dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Au total, le 2 mars, 5 navires seront victimes d'agressions. Le trafic dans le détroit tombe à quasi zéro. Le commandement central américain publie un communiqué. Le détroit d'Ormuz reste ouvert. Mais le jour même, le conseiller du commandant en chef des gardiens de la Révolution, Ebrahim Jabari, insiste sur la télévision d'État. Le détroit est fermé. Si quelqu'un essaie de passer, les héros des gardiens mettront ces navires en feu. Ouvert, fermé. La veille, les 2 camps se sont mis d'accord sur un point. Le détroit est le vrai champ de bataille. Une bataille express, remportée en une demi-journée par les États-Unis, 38 ans plus tôt. Cette fois-ci, les conditions ont changé. Voici pourquoi cette bataille essentielle pour le monde ne ressemble à aucune autre. Et pourquoi, malgré les drones, les missiles et les menaces, une poignée de navires fantômes continue de forcer le passage. 24 heures avant l'attaque du Skylight, le 28 février 2026, à 2h30 du matin, heure de Washington, Donald Trump publie une vidéo sur Truth Social. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Les forces armées américaines ont commencé des opérations de combat majeures en Iran. C'est le début de l'opération Epic Fury côté américain, Roaring Lion côté israélien. Des missiles israéliens frappent un complexe gouvernemental au centre de Téhéran. À l'intérieur, le guide suprême Ali Khamenei, le chef d'état-major des armées, l'ancien chef du Conseil de sécurité nationale, le commandant en chef des gardiens de la Révolution. Selon les médias israéliens, 40 hauts responsables iraniens sont tués en moins de 1 minute. C'est la première décapitation totale d'un régime par frappe directe de l'histoire moderne. Simultanément, les États-Unis entrent à leur tour en action. Missiles Tomahawk, artillerie HIMARS, bombardiers B-2. La marine iranienne est la cible prioritaire. En 48 heures, 11 navires de guerre iraniens sont hors de combat, 9 sont coulés. L'Iran riposte avec l'opération Promesse Sincère 4. Des centaines de missiles balistiques et de drones sont lancés vers Israël, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Un drone frappe l'aéroport international de Dubaï. L'espace aérien émirati est fermé. Mais la riposte la plus lourde de conséquences n'est pas un missile, c'est un message radio. Quelques heures après l'élimination d'Ali Khamenei, le CGRI diffuse un avertissement sur le canal d'urgence maritime. Le détroit d'Ormuz est fermé à la navigation internationale. Le détroit d'Ormuz est un bras de mer de 33 km de large, entre l'Iran au nord et Oman au sud. Il relie le golfe Persique à l'océan Indien. Le trafic s'organise en 2 chenaux de 3 km de large. Il y en a un pour entrer, un pour sortir, séparés par une zone tampon de 3 km. En 2024, 138 navires passaient par jour, 20 millions de barils de pétrole, 1/5 de la consommation mondiale. La quasi-totalité du pétrole du golfe Persique doit passer par là. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, l'Irak, l'Iran. Les réserves des pays du Golfe sont enfermées derrière ce goulot de 33 km. Il existe quelques alternatives. Un pipeline saoudien vers la mer Rouge,
un pipeline émirati vers Fujairah. Mais leur capacité libre ne dépasse pas 3 millions de barils par jour, contre 20 millions qui passent normalement par le détroit. 17 millions de barils n'ont aucune alternative. 17 millions de barils par jour, c'est l'équivalent de 1,3 fois toute la production américaine, le premier producteur mondial de pétrole. Depuis 2006, date des premières sanctions de l'ONU sur le nucléaire, l'Iran menace de le fermer. 20 ans de bluff. Personne n'y croyait vraiment, car 90% du pétrole iranien y passe également. Mais personne n'avait jamais tué le guide suprême non plus. Ce n'est pas la première fois que le détroit d'Ormuz devient un champ de bataille. En 1980, l'Iran et l'Irak sont en guerre. Pendant 8 ans, les deux pays s'attaquent mutuellement aux pétroliers dans le golfe Persique. 451 attaques frappent les navires marchands. C'est la Tanker War. Les États-Unis déploient leur marine pour protéger le trafic. Le 14 avril 1988, la frégate USS Samuel B. Roberts heurte une mine iranienne. 10 marins blessés. La coque est percée sur 4,5 mètres. 4 jours plus tard, le 18 avril, les Américains lancent l'opération Praying Mantis. C'est la plus grande bataille navale américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. En une après-midi, la US Navy coule une frégate. Un patrouilleur lance-missiles détruit 2 plateformes pétrolières et laisse une seconde frégate morte sur l'eau. La marine iranienne est décimée. L'Iran en tire une leçon. L'affrontement conventionnel est suicidaire. À partir des années 1990, le CGRI construit une doctrine entièrement asymétrique. Le principe, ne pas rivaliser avec la marine américaine, la submerger. Ils entament la construction de 1500 vedettes rapides. Ce sont des embarcations de 10 à 15 mètres. La tactique, l'essaimage. Des groupes de 5 à 10 vedettes qui convergent sur une cible depuis des directions différentes, simultanément. Chaque missile intercepteur coûte 2 millions de dollars. Chaque vedette, quelques centaines de milliers. Ces derniers jours, les Américains ont à nouveau coulé la marine iranienne. Les 11 navires stationnés à l'est du détroit avaient été neutralisés. Sauf que cette fois, couler la flotte ne change pas grand-chose. La véritable marine iranienne, ce n'est plus une frégate ou une corvette. Ce sont les 1500 vedettes rapides planquées dans les criques du détroit, les drones kamikazes, aériens et navals. Ce sont les mines posées par des sous-marins de poche, des armes jetables, agiles, peu détectables et impossibles à éliminer en une frappe. Le 1er mars, le transit dans le détroit chute de 80%. Le 2 mars, il tombe à presque zéro. Plus de 150 navires jettent l'ancre en dehors du détroit, en attente. Les plus grands armateurs du monde, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd, suspendent les transits. Les compagnies japonaises Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines et Kawasaki Kisen ordonnent à leurs navires de se replier en eau sûre. Les mutuelles qui assurent les armateurs annoncent l'annulation des couvertures risque de guerre pour le détroit d'Ormuz, effective au 5 mars. Les primes d'assurance quintuplent. L'armateur Hapag-Lloyd impose un surcoût de 1500 $ par conteneur. Concrètement, même si un capitaine voulait passer, et même si le détroit était physiquement ouvert, son navire ne serait plus assuré. Pas d'assurance, pas de transit. L'arme la plus efficace de cette guerre n'est pas un missile iranien, c'est un email d'un courtier londonien. Le brut de pétrole Brent bondit de 13% en 24 heures. Se négocie à $78,85 en ce moment. Les analystes prévoient 100 $ le baril si la crise persiste. Et le pétrole n'est pas le seul problème. Les méthaniers sont redirigés par le cap de Bonne-Espérance. C'est 16 jours de trajet supplémentaire, 1 million de dollars de surcoût par rotation. Le gaz naturel européen s'envole de 45%. Le dollar monte, l'euro plonge. CMA-CGM, le géant français du transport maritime, suspend avec effet immédiat ses réservations vers Dubaï, Abu Dhabi, Dammam. En parallèle, le GPS de plus de 1100 navires dans le Golfe est brouillé. Des pétroliers apparaissent sur les écrans au milieu d'aéroports, de centrales nucléaires ou en plein désert iranien. Dans ce chaos, il y a ceux qui passent quand même. On les appelle la Dark Fleet. En 2024, les estimations vont de 600 à 1000 pétroliers, naviguant sans assurance, sans pavillon fiable, parfois sans transpondeur. Des navires de 20 ou 30 ans, des coques rouillées, des pavillons de complaisance, Palaos, Honduras, Cameroun. Depuis 2018 et le retour des sanctions américaines, ces navires servent à contourner l'embargo.
le pétrole iranien vers la Chine, pétrole russe vers l'Inde. Le 28 février au soir, moins de 18 heures après les premières frappes, Windward, une société d'intelligence maritime, détecte une hausse de 200% de l'activité des navires fantômes. Leurs transpondeurs sont éteints, autrement dit, le système qui permet de localiser n'importe quel navire en temps réel est désactivé. C'est illégal. Ils n'apparaissent sur aucun écran. Mais les satellites les voient. 80% à 90% des navires fantômes qui passent le détroit d'Ormuz auraient pour direction la Chine. Leurs cargaisons sont transférées en pleine mer, au large de la Malaisie ou d'Oman, loin des regards. Une méthode appelée « ship-to-ship ». Arrivé en Chine, il est réétiqueté comme du pétrole malaisien ou indonésien. Le Skylight, le pétrolier touché le premier jour, était un navire fantôme, un navire sous sanctions américaines, géré par une société écran transportant du pétrole iranien, frappé par les forces iraniennes elles-mêmes, probablement par méconnaissance. Il y a des conséquences importantes à une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz. Certaines sont d'étonnantes coïncidences. La Chine reçoit 30 à 40% de son pétrole par Ormuz. Les réserves de la Chine sont d'environ 1,2 milliard de barils, soit 90 à 110 jours d'import totaux. Si les autres sources tiennent, la Chine serait en manque d'ici 7 à 9 mois. Mais la Chine a un plan B. Elle pivote vers la Russie. Avant la crise, Pékin achetait déjà 48% des exports de brut russes. Le pipeline Power of Siberia livre 38 milliards de mètres cubes de gaz par an. Un deuxième, Power of Siberia 2, est en négociation. Chaque jour de fermeture d'Ormuz pousse la Chine un peu plus dans les bras de Moscou. Et Moscou ne s'en plaint pas. Son pétrole ne passe pas par le détroit. Les prix montent. La Russie vend plus cher. Le Japon, lui, n'a pas de plan B. 90% de son pétrole vient du Golfe. Il a 254 jours de réserve de pétrole brut, mais seulement 3 semaines de stock de gaz naturel liquéfié. La Corée du Sud est dans la même situation, et le Qatar, deuxième exportateur mondial de GNL, expédie la quasi-totalité de sa production par Ormuz. Un cinquième du gaz mondial est piégé derrière le détroit. Le Pakistan importe 99% de son gaz naturel liquéfié par Ormuz. Le Bangladesh, 72%. Et il y a une conséquence moins connue. Un tiers des engrais mondiaux, à base de sulfure et d'ammoniac, transitent par Ormuz. Chargés au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats. Direction l'Inde, le Brésil, l'Afrique. Le blocage tombe en mars, juste avant les semences de printemps dans l'hémisphère nord. Si la crise dure, ce ne sont plus les pétroliers qui manquent, ce seront les récoltes.